Juste un petit mot pour nous présenter peut-être. Je vais commencer puisque je commence. Donc, je suis Dominique Lévy-Saragossi et je suis directrice générale adjointe du groupe BVA. Nous sommes partenaires d'Élus Service Client de l'année qui est ici représenté par Ludovic depuis de nombreuses années et nous réalisons pour eux l'Observatoire des services clients. C'est une étude qui est prise en charge par nos équipes, notamment par l'équipe de Marie-Laure Soubils, pour ceux qui la connaissent à l'intérieur de la CX Unit de BVA, et on va vous en livrer un certain nombre d'enseignements de la dernière édition. Ludovic, je te laisse la parole. Merci Dominique. Donc moi je suis Ludovic Naudier. Je suis le fondateur et dirigeant de l'élection du service client de l'année. Et j'appartiens aussi avec une autre casquette au groupe BVA à travers mes activités dans donc, tout ce qui est quality monitoring et donc monitoring de la qualité de l'expérience client à distance. On va commencer avec un peu d'histoire, parce que comme le disait Dominique, ça fait maintenant 13 ans qu'on est partenaire avec BVA. Historiquement, pas sur l'observatoire d'ailleurs, sur la réalisation des tests clients mystères de l'élection du service client de l'année. Et ces tests sont pris en charge par BVA et par les équipes de Marie-Laure Soubils. Et puis, quand on a créé Élu Service Client de l'année, au bout de 2 ans, on s'est dit, voilà, on a mis en place une méthodologie. Elle était, pour nous, fondée sur du bon sens, sur des intuitions qu'on avait, mais on a voulu confronter nos intuitions et ce qu'on avait mis en place à l'expérience client et s'assurer qu'on était bien dans les clous. C'est à ce moment-là qu'on a décidé finalement de faire une étude de cadrage interne, qui est devenue aujourd'hui l'Observatoire des services clients, pour bien comprendre les attentes des consommateurs en matière d'expérience client, se conforter du coup sur la méthodologie qu'on avait mis en place, éventuellement faire évoluer cette méthodologie. Et on s'en sert toujours comme ça, faire évoluer, garder un temps d'avance. On voit bien que les consommateurs, ils évoluent et que souvent le temps du consommateur n'est pas exactement celui des entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'est né l'Observatoire des services clients il y a 13 ans, donc en 2009. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que je crois que c'est la seule étude en relation client qui a une telle antériorité en termes de données et d'évolution. Parce que maintenant, on est à la 13e édition de cet observatoire. Et cet observatoire, il est toujours composé d'un tronc commun, en gros, les canaux, les attentes, l'évolution de la satisfaction, et de questions d'actualité. Il a évolué encore il y a 4 ans parce qu'à l'origine, on était franco-français. Et donc maintenant, depuis 4 ans, c'est un observatoire européen, ce qui veut dire qu'on interroge les consommateurs, et donc 1000 consommateurs dans 5 pays, qui sont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, qui sont grosso modo les pays où Élu Service Client de l'année est présent, et aussi où BVA est présent, parce que BVA, ces dernières années, c'est beaucoup européanisé et internationalisé, si je ne dis pas de bêtises, Dominique, avec des acquisitions en particulier en Italie. En Grande-Bretagne et en Italie, oui. Et des partenariats en Allemagne. Alors, si nous sommes tous là, on va faire défiler les slides. Si on est tous là, c'est aussi qu'on a une croyance, c'est que la qualité de la relation client influence les décisions d'achat ou de réachat. On se le disait tous, à un moment, c'est bien de se le prouver, et les scores sont plutôt dignes d'une dictature, parce que quel que soit le pays, et la France n'est pas dans les mieux-disants sur le sujet, la relation client et sa qualité influencent la décision d'achat ou de réachat de 89%, enfin 86% pour les Allemands à 93% pour nos amis espagnols. Et c'est un des marqueurs forts, je pense, de la relation client. C'est une des matières dans l'entreprise qui réconcilie tous les niveaux hiérarchiques ou toutes les composantes d'une entreprise autour de cet objectif commun, parce que si on prend les actionnaires, qui de temps en temps peut être un petit peu antagonistes, mais les actionnaires, pour eux, la relation client et la valeur de cette marque et de leur marque et de leur portefeuille client, c'est un actif incorporel qui est valorisé dans le bilan. Pour les dirigeants d'entreprise, ça fait partie des métriques qui leur permettent de jouer sur la fidélité, le réachat, etc. Et puis, le management intermédiaire, communication, etc., c'est à nouveau, à chaque fois, un levier. Donc, on est assez convaincus, et les chiffres qu'on voit là montrent que c'est vraiment une matière qui nous réunit tous.
Dit autrement, quelle que soit la qualité du produit ou du service ou de l'offre proposée, une relation client qui ne boucle pas la boucle et qui ne satisfait pas ruine la totalité des investissements et des efforts de l'entreprise. Alors, en plus de pouvoir créer de la valeur, cette relation client, elle peut aussi en détruire. Et donc là, c'est le deuxième chiffre de cette étude qui est intéressant, qui est en cas de déception par rapport à la qualité de la relation client, on peut changer d'avis, on peut changer d'avis, ne pas acheter ou interrompre son abonnement. Et à nouveau, on a une unanimité plutôt homogène, quels que soient les pays en Europe. On n'a pas de vraie différenciation. On est entre 89% et 91% des consommateurs qui le disent, quand on sait les investissements qu'on met en coût d'acquisition d'un client, qui sont tant marketing, commerciaux que de communication. La relation client, ça peut détruire. Et donc, c'est ce qui est très important. Et souvent, on met l'accent sur le fait de « je veux faire de l'acquisition, je veux aller chercher des nouveaux clients ». Mais ce qui est le premier driver sur lequel on doit travailler, c'est cette fidélité. Et cette fidélité, elle se traduit aussi souvent par un état d'esprit. Quand je vous parle d'état d'esprit, il y a des entreprises où quand le téléphone sonne, personne n'a envie de décrocher, par exemple. Parce qu'on se dit, tiens, encore un truc qui va nous tomber sur le coin de la figure. À l'inverse, il y a des entreprises où tout le monde se jette sur le téléphone parce que, et c'est l'un des slogans de la marque, à transformer les pépins en pépites, quel que soit le sujet, même si quelqu'un va exprimer un mécontentement, c'est une opportunité de rebondir, de le convaincre, de le refidéliser et de créer de l'attachement à la marque. Et donc, tout ça, c'est un état d'esprit. C'est d'autant plus un état d'esprit qu'aujourd'hui, nos consommateurs, ce sont devenus des professionnels de la relation client. Au moins autant que nous, ils sont 78% à contacter un service client, avoir contacté un service client dans les 12 derniers mois. Et c'est un chiffre qui est stable. C'était exactement la même chose en 2020, si on parle de nos amis français. Ils contactent un service client en majorité par téléphone, si on reste sur du monocanal. Mais si on prend les canaux émergents qui sont plus écrits de type email, chat, etc., ils sont 69%. Ce qu'on voit donc, c'est qu'on a un canal qui est prédominant, qui est le téléphone, qui est, entre guillemets, chatouillé, voire dépassé par des canaux plutôt émergents, qui sont des canaux écrits. Et donc, ça aussi, c'est une vraie transformation de la relation client et de l'expérience client. C'est qu'on doit de plus en plus être en capacité de maîtriser l'écrit et qu'on a des canaux comme le face-à-face ou le courrier qui restent stables ou en recul sur ces dernières années. Si on prend nos petits amis internationaux, on voit que même que les canaux digitaux écrits sont plus utilisés qu'en France. En particulier, on a deux pays à chaque fois qui se détachent, qui sont l'Italie et l'Espagne, où tout ce qui est utilisation d'applications en mobilité de type WhatsApp, Messenger, etc., est beaucoup plus développé que sur des pays comme l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre. En dehors de ça, on s'aperçoit que nos clients, avant, on avait des profils de clients par canaux, on va dire. On avait Madame Michu qui nous contactait par téléphone, on avait le early adopter qui nous contactait plutôt par un canal. Maintenant, nos clients, ils sont omnicanaux et on n'a plus un profil de client qui utilise un canal. En France, c'est 3,9 canaux différents utilisés par une même personne. Si on parle de 3,9 canaux différents, ça veut dire qu'on utilise un canal et qu'on choisit son canal en fonction de sa demande, quel sujet on veut traiter avec l'entreprise, en fonction de son moment de consommation. Je suis en réunion, je vais faire un petit live chat ou je vais échanger par WhatsApp, par exemple. Et non plus par j'ai tel âge ou je viens de tel endroit et du coup, je contacte par un canal en particulier. Ce phénomène, il s'accélère parce qu'on voit qu'il y a encore 4 ans, on était à 3 canaux différents seulement. 2, nos amis européens sont quasiment tous mieux-disants ou pareil que nous. C'est-à-dire qu'on a à nouveau, et toujours, vous verrez dans ce benchmark, l'Italie et l'Espagne, ils en utilisent toujours plus.
par toujours plus aussi, parce que dans ces pays-là, il y avait des contraintes réglementaires d'environnement qui faisaient que, par exemple, on avait privilégié plutôt du WhatsApp qui était gratuit à des SMS qui pouvaient être payants. Alors, comme le dit Ludovic, en fait, ce n'est pas la relation qui est multicanal, c'est le client qui est multicanal. C'est évidemment lui qui décide quand, comment il veut vous joindre, vous interpeller, vous demander des choses. Et il faut aussi, on le voit dans un grand nombre d'études, prendre acte du fait que le contexte pandémique a accentué ça. Pourquoi ? Parce que ça a accentué, vous le voyez notamment dans l'essor de l'e-commerce, mais pas seulement, la maturité digitale de l'ensemble des individus. Donc, en fait, le self-care, comme on l'appelle parfois, a pris davantage de place et l'impatience à être entendue également. Résultat, on a cette année ce chiffre que je trouve assez frappant, 52% des clients ont déjà utilisé plusieurs canaux, non pas pour joindre différents services clients ou le même service client pour différents motifs, mais pour une même demande. C'est un témoignage du fait qu'effectivement, ils sont assez virtuoses dans l'utilisation des différents canaux. C'est aussi un témoignage de leur impatience et de leur besoin d'avoir des réponses le plus précises et le plus rapides possible. Normalement, je dis hop, 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 et Ludovic appuie sur un bouton. Merci. Ce chiffre, pardon, mais comme on n'est pas dans la même pièce pour des raisons liées au Covid, on est obligé d'avoir un petit code. Ce chiffre, vous le voyez, de 52% en France, est le plus faible. À part la Grande-Bretagne, si vous regardez ce qui se passe dans le reste de l'Europe, on est sur la même chose. Ces canaux, ils peuvent être extrêmement divers et ils peuvent aussi témoigner d'une exaspération grandissante. Je ne vais pas résister au fait de vous raconter ma vie, puisque je suis un client comme un autre et donc un terrain d'observation personnel permanent. J'ai, avant la pandémie, eu le bonheur de commander des billets d'avion à une compagnie low cost bien connue. Le vol n'a pas été annulé, mais le pays dans lequel j'étais censée me rendre ne m'autorisait plus à y aller. Vous voyez la situation un petit peu kafkaïenne dans laquelle j'étais. Au motif que le vol n'était pas annulé, la compagnie ne remboursait pas. Et nous n'avions plus aucun contact avec elle. C'est-à-dire qu'on a essayé par le site, on a essayé d'envoyer une lettre recommandée, parce qu'on est même des gens qui sont sur des modes de relation client extrêmement anciens, rien ne se passait. Et puis un jour exaspéré, je les ai interpellés sur Twitter, et je ne vais pas vous faire une histoire très longue, j'ai été remboursée en 48 heures. Moralité de l'histoire, j'ai effectivement, en tant que client, et je suis un client lambda en l'occurrence, utilisé plusieurs canaux pour une même demande. J'ai fini par obtenir avec délai ce que j'aurais pu obtenir dès le début. Et le mauvais traitement de cette réclamation et la démonstration qui m'a été faite que ce qui les préoccupait n'était pas le fait de bien me traiter, mais le dommage possible à leur réputation, fait que je ne serai plus jamais client de cette entreprise. Je ne vous raconte pas ça juste pour que vous me plaigniez, mais simplement pour vous démontrer ou pour illustrer le fait que l'utilisation d'un grand nombre de canaux pour une même demande, c'est à la fois le signe d'une réclamation mal gérée, le fait parfois que le renvoi entre les canaux n'est pas très clair. Nous avons très nombreuses demandes de clients qui nous demandent comment optimiser ou gérer le rebond entre du téléphone, de l'appli, des réseaux sociaux, etc., pour précisément permettre au client d'avoir le sentiment d'une seule entreprise avec laquelle il peut interagir de plein de façons différentes et poursuivre une conversation en toute fluidité, quel que soit le média qu'il décide d'utiliser. Et puis aussi, bien sûr, le fait que parfois, ce recours à plusieurs canaux signifie une insatisfaction qui est éventuellement grandissante. Donc, il faut entendre ça. Nous avons un client qui est de plus en plus multicanal, de plus en plus armé, de plus en plus exigeant, de plus en plus impatient. Le traitement de la réclamation dans ce contexte devient de plus en plus évidemment clé dans la qualité de la relation client. Il devient d'autant plus clé, Ludo, si tu veux bien. Si je peux compléter, Dominique, bien sûr, avec ma casquette élu service client de l'année, pour moi, c'est d'autant plus clé que le service client doit répondre à quelque chose et nourrir quelque chose qui est la promesse de marque. Et que cette promesse de marque qui est faite aux consommateurs et aux clients, c'est une promesse qui est globale. Ce n'est pas une promesse qui est liée à un canal, c'est une promesse qui est liée au service que la marque va délivrer à ses clients, quel que soit le canal. Et donc, on n'a pas le choix, il faut être homogène sur ces différents canaux
Et c'est ce qu'on voit aussi à l'élection du service client de l'année. Un lauréat a élu service client de l'année. C'est une entreprise qui a des notes relativement homogènes, c'est en général entre 16 et 17, quel que soit le canal, et qui ne crée pas de déception. Si on parle je rebondis d'un canal à un autre, ça s'est aussi beaucoup développé avec les canaux digitaux et avec l'automatisation. Parce qu'on a un grand nombre de populations qui acceptent d'expérimenter des canaux digitaux, des chats, des bots, etc., mais qui ont besoin d'être rassurés aussi par ce qui a pu être dit par une machine et, en général, qui les rassure, un autre canal et de préférence avec un humain. C'est ce qu'on voyait, je crois, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les chats qui sont déceptifs dans certains cas, mais qui sont très bien notés quand ça aboutit sur du multicanal et donc que je peux être mis en relation avec un humain. Je vois la réflexion qui a été mise dans le fil de discussion sur le fait que cette fluidité impose une disponibilité qui n'est pas toujours facile à organiser, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'on observe, et je vais vous citer un autre exemple, c'est aussi que le fait de prendre acte d'une demande en disant qu'on n'est pas capable d'y répondre dans l'instant, mais qu'on la prend en compte, est un élément majeur de satisfaction. J'ai eu à ce sujet l'occasion de débattre dans une table ronde avec la patronne d'Oxybul Éveil et Jeu, magasin de jouets que vous connaissez, je pense tous, chaîne de magasins de jouets que vous connaissez tous, qui s'est retrouvée dans une situation assez compliquée puisque des situations de fermeture de magasins, vous vous souvenez peut-être, à la période de plus forte commande et de plus forte vente pour eux. Ils n'étaient pas capables de faire face à la demande client. Et donc, ils devaient gérer l'inquiétude de parents, de grands-parents, de ne pas avoir les cadeaux de Noël au bon moment, par exemple. Ils ont pris le parti de diffuser via leur site, via leurs réseaux sociaux, des petites vidéos mettant en scène leurs collaborateurs et expliquant pourquoi ils n'avaient pas les temps de réponse habituels. Et de les pousser de façon un peu systématique aux gens qui, effectivement, s'inquiétaient du temps de réponse. Eh bien, ils ont obtenu de façon spontanée des retours extrêmement positifs des clients, davantage de patience et aussi un niveau de satisfaction qui a progressé. Parce qu'en fait, ce qu'on demande, ce n'est pas forcément une réponse immédiate à un problème ou à un irritant, c'est de comprendre aussi pourquoi le problème peut prendre un peu de temps à être résolu, mais d'entendre qu'il est pris en cause et que l'entreprise, elle vous considère. Et dire à quelqu'un, je sais que tu m'attends, je ne suis pas capable tout de suite, mais on arrive, c'est une manière de considérer. Et donc, on n'a pas une obligation, si je puis dire, de perfection dans la fluidité. En revanche, on a probablement une nécessité on y reviendra plus tard, de manifester cette connexion et cet intérêt pour le client. Alors, on le voit ici, le fait d'utiliser plusieurs canaux pour une demande, c'est aussi utiliser des canaux digitaux en complément d'une expérience physique. On a eu plein de débats entre nous, mais 48% des Français envisagent, et on l'a vu particulièrement dans la pandémie, de contacter un service client à distance avant de se déplacer. Vous voyez que ces chiffres sont encore plus élevés dans les autres pays, 73% en Italie, 69% en Espagne, 40% en Grande-Bretagne, c'est un petit peu moins. Pourquoi ? Pour se renseigner sur la disponibilité d'un produit. Oui, c'est un service que de pouvoir aller sur le site de la FNAC, pour parler à des Parisiens ou à des gens qui habitent dans des plutôt grandes villes, pour savoir si on va y aller pour quelque chose ou pour rien, pour prendre rendez-vous avec votre opticien, par exemple. C'est un des services qu'on a vu se développer beaucoup dans les chaînes d'optique, pour réserver un produit, voire pour acheter et faire du click and collect. Ça aussi, c'est du service client. Mais ce n'est pas du service client qui est réservé aux grandes entreprises. Je vais vous citer l'exemple de la FNAC. Si on prend l'exemple de la librairie, il y a à Paris une plateforme qui s'appelle Paris Librairie qui permet de se renseigner sur la disponibilité d'un livre dans l'ensemble des librairies indépendantes de Paris, de pouvoir le réserver et aller le chercher. Donc, en fait, c'est une organisation qui permet effectivement au client d'optimiser son temps. Et dans un contexte où, par ailleurs, et les déplacements et la mise en contact avec autrui a parfois été perçue comme problématique, finalement, de fluidifier son parcours. C'est une habitude dont tout porte à croire qu'elle va rester. Ce qui veut dire que les personnels qui sont au téléphone, les sites Internet, les différents modes de canaux à distance et les gens qui, dans les cas de distribution, enfin d'entreprises qui ont des canaux de distribution physique, sont en magasin,
doivent là encore être connectés et être capables d'assurer un parcours client fluide, un parcours de questionnement, de réponse fluide d'un bout à l'autre. Je pense que c'est important d'avoir en tête que le service client, ce n'est pas simplement les gens qui répondent au téléphone quand on essaye de les joindre ou l'appli qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes, c'est tout ce que l'entreprise peut mettre en œuvre, ses vendeurs, son site Internet pour servir le client. Alors, vous le savez très bien, mais cette enquête le démontre encore davantage s'il le fallait. Hop, hop, hop. Et aussi, ça nous met en exergue qu'il faut désiloter nos organisations. Souvent, on a considéré le à distance comme un canal qui pouvait être concurrent du physique. Alors qu'aujourd'hui, c'est deux canaux. Au contraire, ils s'alimentent mutuellement. Et le à distance peut être le premier magasin d'une marque, mais il est aussi là pour créer du trafic dans les points de vente physiques. Et vous le voyez, c'est important, d'autant plus important que globalement, on a des niveaux de satisfaction qui sont élevés. En France, 77% des clients sont globalement satisfaits de la façon dont les services clients les traitent. 82% en Allemagne, je vous laisse découvrir les chiffres, et les différents canaux génèrent des niveaux de satisfaction qui sont relativement homogènes. Évidemment, il y en a qui le sont moins d'un pays à l'autre, mais là encore, si je regarde la France, vous voyez qu'on est entre 74 et 86%. Donc, il n'y a pas un canal qui soit véritablement défaillant. Évidemment, il y a des canaux qui sont plébiscités. Le click-to-call, parce que ça allie à la fois la facilité de commencer par Internet et ensuite d'avoir un humain, comme le disait Ludovic tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de pointer ce niveau de satisfaction ? C'est un peu comme quand vous regardez vos notes au bac avec les coefficients. En fait, monter votre moyenne dans toutes les matières quand vous avez déjà 15 de moyenne, c'est compliqué. Monter votre moyenne quand vous avez 15 dans toutes les matières et 8 dans une matière, si vous vous rappelez vos souvenirs lointains de coefficients, c'est beaucoup plus simple. Et pourquoi, à quoi je veux en venir ? Traiter les insatisfaits fait monter la note moyenne beaucoup plus que d'essayer d'améliorer le niveau global de satisfaction de l'ensemble des clients quand il est déjà haut. Et ça, c'est un boulot qu'on fait nous beaucoup, évidemment, avec les clients, c'est d'essayer de repérer les poches d'insatisfaction, soit en termes de typologie client, soit en termes de type de demande qui n'est pas satisfaite, parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à effectivement améliorer la note globale. Vous me voyez venir. En fait, traiter la réclamation, et on va aussi, dans la suite de cet exposé, dire pourquoi traiter la réclamation, c'est une occasion unique de faire vivre quelque chose de particulier au client, mais traiter la réclamation, mathématiquement, c'est le meilleur moyen d'améliorer la satisfaction globale quand elle est, comme c'est le cas pour la plupart des entreprises avec lesquelles nous travaillons, déjà élevée. Pourquoi elle est déjà élevée ? Il y a quelqu'un au début qui disait que la technique fonctionne, c'est un bon début. La technique fonctionne. La technique fonctionne pour la grande majorité des entreprises. Donc, en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de savoir gérer l'exception. C'est de savoir gérer le problème imprévu. C'est de savoir gérer le client qui a une difficulté particulière, une question particulière ou une difficulté particulière à agir, à interagir à travers les différents canaux. Donc, des niveaux de satisfaction élevés, ça ne fait que souligner l'importance du traitement de la réclamation. Et le traitement de la réclamation, c'est également un moment où on est face à des gens qui sont dans un état d'esprit émotionnel particulier. Vous le savez mieux que personne, vous qui êtes des professionnels de ces moments-là. On va faire un petit peu de littérature. On a cité Maya Angelou. On dit, on sait que les gens oublieront ce que vous avez dit et ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais les émotions que vous leur avez fait ressentir. Un client dont vous résolvez le problème, c'est-à-dire à qui vous permettez de passer d'un moment de tension à un moment de détente, parce que c'est ça, traiter la réclamation, dont vous abaissez le niveau d'angoisse, dont vous abaissez le niveau d'inquiétude, il n'oubliera pas ça. Un client à qui vous dites juste « eh ben ça va, et d'ailleurs regarde, ça va », il va se dire « ouais, ça va ». Bon, voilà. Mais vous le savez, il y a des moments clés dans la relation. Les moments clés, ce n'est pas forcément des moments clés qui sont identifiés dans le parcours client, comme on le faisait traditionnellement en disant ben voilà, il y a le moment de la souscription, etc. En fait, le vrai moment clé de la relation, c'est le moment où il y a un problème. C'est le moment où il y a un problème parce qu'il y a une charge émotionnelle, parce que
vivez-le dans votre quotidien. Si vous êtes en télétravail et que votre box Internet plante, vous êtes dans un vrai moment de tension. Et celui qui vous aidera à résoudre ça et à reprendre le cours de votre vie, vous lui en serez reconnaissant. Et s'il vous écoute, si vous avez le sentiment qu'il est conscient de l'urgence que ça a pour vous et qu'il ne vous met pas dans un tuyau pour dire alors est-ce que vous avez pensé à brancher, machin, etc., vous allez vous dire voilà une entreprise qui véritablement est capable de prendre soin de moi et surtout vous allez ressentir une émotion extrêmement positive. Nous, chez BVA, on est très convaincus que ce qui fait la différence, et encore une fois, dans un contexte où les niveaux de satisfaction sont élevés, la différenciation est clé, c'est les émotions. Alors, on a essayé de synthétiser ça autour de 4 lettres et 4 types d'émotions. Épique, vous voyez, ça parle pour lui-même, c'est le moment où on fait vivre quelque chose d'épique à un client. Et puis, c'est aussi le résumé de 4 types de bénéfices émotionnels que l'on peut délivrer au client. L'élévation, c'est aller au-delà de ses attentes. Non seulement, je vais prendre un exemple qu'on a vécu avec un de nos clients, non seulement je vous appelle pour régler un problème d'abonnement, non seulement c'est fait, mais en plus, je vous apprends que vous pourriez bénéficier d'un abonnement moins cher et aussi performant, et je vous fais faire des économies alors que vous m'appeliez juste pour une souscription un petit peu différente ou un petit peu complémentaire. Élévation, fidélisation. Fierté, le fait que le client se sente unique, le fait qu'on le rappelle, qu'on lui demande après avoir résolu le problème si c'est bien résolu. Prenons un exemple d'une entreprise qui fait ça particulièrement bien, Airbnb, qui non seulement a un système de résolution des problèmes particulièrement rapide en ligne, mais qui aussi associe à ça le fait de personnaliser le contact client. On vous donne le nom de la personne qui s'occupe de vous et c'est cette personne qui vous rappelle en vous disant « Je suis, appelons-le Albert », il ne s'appelle jamais Albert, en fait, il s'appelle plutôt Brian, mais enfin, ce n'est pas grave. Je suis Albert, j'ai traité votre demande, est-ce que vous êtes content, est-ce que ça va bien? Et ensuite, on va vous demander de noter, non pas le service client de Airbnb, mais la performance de la personne en question. Une forme de fierté et de lien unique. L'insight, c'est nourrir la curiosité des clients, c'est leur expliquer ce qui se passe, c'est leur apprendre quelque chose sur la raison pour laquelle ils ont eu une difficulté, la qualité de ce que vous faites pour eux, et c'est faire en sorte qu'ils repartent de la relation, de l'interaction avec la marque en ayant l'impression d'en être un peu mieux connaisseur, d'être un peu plus impliqué dans cette marque. Et en fait, la connexion, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est créer un lien, une relation durable, reconnaître l'autre dans son humanité, dans son individualité, lui dire « Ok, on sait, on est là, on vous reconnaît ». Alors, c'est un peu l'idéal de la relation client, hein, c'est-à-dire c'est mieux qu'on ne s'y attend, vous êtes formidable, regardez, on vous apprend des choses et en plus, on vous aime très fort. Si je le dis comme ça, vous dites que c'est un petit peu le monde merveilleux du commerce, mais pour autant, on est convaincu et on sait le démontrer que ça a un impact extrêmement positif sur ce finalement à quoi se mesure la qualité de la relation client dans beaucoup d'entreprises. Ici, on a pris, alors on parlera des KPI un autre jour, mais on a pris un KPI qui est extrêmement connu et répandu, qui est le NPS, le Net Promoter Score. Et vous voyez avec ce graphique très simple, on le fait auprès des clients ayant contacté un service client pour une réclamation, donc les gens avec qui vous êtes en contact. Et vous voyez à quel point, si on arrive à démontrer à mettre en œuvre une de ces émotions, si le client nous dit avoir ressenti, je vous passe la méthodologie, soit un moment de surprise, soit un moment de fierté, soit un moment où il a compris, appris quelque chose, soit un moment où il s'est senti reconnu, on a une véritable différence dans l'impact sur le Net Promoter Score du traitement de la réclamation. Donc, si vos équipes de traitement de la réclamation sont formées, capables de délivrer effectivement un moment particulier, une expérience mémorable au moment de la traitement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au moment du traitement de la réclamation, ben nous pouvons démontrer qu'elles ont un impact fort, vous le voyez ici, sur le NPS, qui est souvent l'indicateur final à partir duquel on évalue une relation client, puisqu'on passe d'un -20 à un +20, tout simplement. Merci Dominique pour cette partie sur les émotions. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de la relation client, du fait que ça allait aussi concilier les différentes strates de l'entreprise. À nouveau, la relation client, et quel que soit le pays, elle influence l'image qu'on a,
globale qu'on a d'une entreprise. Et cette image globale, encore une fois, c'est un des actifs incorporels le plus important d'une entreprise dans sa valorisation. On voit des entreprises, pour pas les citer, comme Amazon, par exemple, où la valeur de cette marque et cette centricité client représentaient une part significative de leur valorisation. Alors, nos conseillers, quand on parlait de fierté, on a voulu cette année, dans l'Observatoire, on pose des questions d'actualité. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les conseillers en relation client, on a 40% des Français qui pensent que pendant la crise sanitaire, ces conseillers ont aidé à améliorer leur quotidien. On est souvent dans un métier de la relation client qui n'a pas eu la meilleure image du monde. Et là, la crise sanitaire a fait apparaître deux choses. Un, ces femmes et ces hommes qui font la relation client sont des gens indispensables. Ils ont été indispensables, c'est eux qui ont créé et qui ont maintenu le lien pendant un certain nombre de temps entre les marques et les consommateurs. Deux, souvent dans les dîners en ville, quand on parle de relations clients, on va plutôt nous parler des insatisfactions. C'est vrai que ça peut en faire partie. Mais la relation client, et c'est ce que disait Dominique, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est finalement toute interaction qu'il peut y avoir entre une entreprise et son consommateur. Et d'un seul coup, ces conseillers clients sont devenus finalement des personnes à valeur ajoutée, qui ont créé valeur ajoutée pour l'entreprise, valeur ajoutée pour le consommateur, et ils ont été reconnus au sein de leurs entreprises. D'un seul coup, des vendeurs physiques se sont transformés aussi en conseillers clients à distance, parce qu'il fallait maintenir du lien. Et donc, quand on connaît mieux le métier de quelqu'un, quand on appréhende mieux ses joies, ses peines, ses faiblesses, et ben en fait, derrière, on le valorise plus. Alors, on parlait de fierté d'émotion. La fierté, l'émotion, elle passe aussi au niveau du collaborateur. Les images qu'on vous a mis là, ce ne sont pas des images d'un stade de foot, d'une rencontre à Roland-Garros, d'un spectacle dingue de cascade. Ça, ce sont des images de collaborateurs à une remise des prix élu service client de l'année. On voit des gens heureux. On voit des gens qui se sont dépassés et qui expriment des émotions, qui en vivent aussi. Et c'est ça aussi, toute la magie, c'est qu'il y a un moment, il faut qu'on ait des actions vis-à-vis de nos collaborateurs qui dépassent le cadre stricto sensu de j'ai des process, etc., mais qui est plus sur un état d'esprit. On crée un effet de groupe, un effet d'entraînement qui est un cercle vertueux. Et forcément, on dit que le sourire s'entend au téléphone, mais le soir, quand on fait une remise des prix et qu'on voit tous ces sourires, je peux vous garantir que le lendemain, même après la fatigue, on n'est plus le même. Je crois qu'on essaye de boucler la boucle en amenant là quelque chose, je pense que vous avez compris où on veut en venir, c'est-à-dire que, en fait, donner aux équipes qui sont en contact avec le client, qui gèrent de la réclamation, des motifs de fierté, une émotion positive, et les inciter dans cette fameuse symétrie des attentions, mais on pourrait parler de symétrie des émotions maintenant, à délivrer eux-mêmes une émotion positive, une expérience mémorable au client, en faire ça le sens de leur mission, et avoir en tête que c'est comme ça que la marque vit et s'attache au client, parce que par ailleurs, on ne va pas vous faire ici une demi-heure là-dessus, mais on constate qu'il y a une grande indifférenciation des marques dans la plupart des domaines. Là encore, plus les services progressent, plus la qualité des produits progresse, plus finalement les bénéfices fonctionnels s'homogénéisent, plus les bénéfices émotionnels et les bénéfices relationnels prennent de la place dans la préférence d'une marque ou d'une entreprise par rapport à une autre. Donc cette symétrie des émotions entre les collaborateurs et les clients, elle nous paraît fondamentale. Et une dernière chose, je pense qu'on a beaucoup dit, mais qu'il faudrait moi j'aimerais bien conclure là-dessus. Il n'y a pas de service client, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un service dans l'entreprise qui est responsable de la relation avec le client. Il y a une entreprise qui est au service du client. C'est comme ça que les consommateurs perçoivent la chose, c'est-à-dire
Ce n'est pas le service client d'Orange qui doit me répondre. Je cite Orange comme je pourrais citer n'importe qui. Hein. Ne soyons pas. Ce n'est pas le service client d'Orange qui me répond. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille au service client et dont je comprends la place dans l'organisation. C'est Orange qui, à travers cette personne, s'adresse à moi. On a eu récemment dans un groupe Cali quelqu'un qui nous racontait que son conseiller bancaire lui a dit « Moi, je ne suis pas la banque, je ne suis que Madame Machin ». Et cette personne qui était tout à fait courtoise nous a dit « Mais moi, je me suis entendue lui répondre, mais je m'en fous de comment vous vous appelez. » Voilà, c'est à ça qu'on peut aboutir, c'est-à-dire qu'en fait, vos équipes sont l'incarnation ultime de la capacité d'une entreprise à reconnaître et à aider un client. Elles ne sont pas le service client, elles sont l'entreprise au service du client. Et ça, je crois que c'est un message fondamental que vous avez bien en tête, mais qu'il faut qu'on arrive à bien passer parce que tout le monde parle de customer centricity et en même temps, ce qu'on constate, c'est que quand même assez souvent, on a encore, comme le disait Ludo, des choses qui sont relativement silotées dans les entreprises. On n'a pas voulu faire une présentation trop lourde. J'espère que vous avez entendu l'essentiel de nos messages.